Alors, et la semaine dernière, j'avais parlé d'une grande dame haïtienne d'origine et qui accompagnait en 2005, si ma mémoire est bonne, l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Haïti, en la personne de Juan Gabriel Valdés. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer cette grande dame à l'émission Samedi Midi Inter il y a quelques années, et même son fils. C'est avec grand plaisir que je reçois pour vous Dr Marie-Jessie Camo-Kwaku Napédio. Bienvenue sur les ondes de CKUT, l'émission Samedi Midi Inter. Merci beaucoup, M. Laurent, pour l'invitation, et c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Alors, vous vous rappelez sûrement de votre passage à Montréal, accompagné de l'ancien et représentant du secrétaire général de l'ONU en Haïti, en la personne de M. Juan Gabriel Valdés, et qui était venu à Montréal sur l'invitation de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Pierre Petitgrou à l'époque. Oui, je me souviens bien de cette délégation à laquelle je faisais partie. Alors, parlez-nous un peu, parce que on a vu la déclaration de l'ancien secrétaire général de l'ONU en Haïti qui a fait une sortie cette semaine. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Bon, c'est vrai que la situation chez nous est très délicate et difficile. Et toutes les bonnes intentions sont bienvenues. Cependant, nous devons compter, je pense que nous ne devons compter que sur nous-mêmes, nous autres Haïtiens. Et c'est vrai que si un ami, un ami d'Haïti veut nous accompagner, c'est bienvenu, mais il ne faut pas trop compter sur les amis, particulièrement ces amis-là. Alors, et en passant, avant d'aller plus loin, je vais quand même donner un petit extrait sur votre feuille de route qui est vraiment bien remplie, bien garnie, je pourrais dire. Sciences médico-légales à Hopkins University, Baltimore, Maryland. Maîtrise en santé publique à Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, Louisiane. Vous avez une formation d'officier supérieur de police, Académie de police en Haïti. Formation en gestion et administration gendarmerie royale du Canada. Leadership et philosophie du commandement fédéral Bureau d'investigation FBI Washington DC, USA, en gérontologie. Alors même étudié pour Jérôme comme nous tous, parce que nous connaissons des gérontologies, en fait, c'est pour les vieux. Oui, la gérontologie, c'est ma dernière spécialité, c'est ce que j'ai fait à l'Université de Montréal. Alors, je pourrais en citer davantage, et je sais que vous avez déjà été porte-parole de la police nationale et création du premier laboratoire de police scientifique et technique d'Haïti, bureau de la police scientifique technique BPST, Route Frère, et en pathologie, c'est votre domaine également. Oui, et ça c'est peut-être, je peux dire la réalisation dont je suis la plus, qui me plaît le plus parce que notre pays avait besoin de ça. Après ma formation aux États-Unis, je me suis dit que le pays a vraiment, parce que la grande demande dans ce pays, c'est une demande de justice. C'est vrai que ce peuple a toujours faim, ce peuple vit toujours dans la précarité, mais la demande de justice est constante. Et je me suis toujours dit qu'on ne peut pas avoir une justice vraie, une bonne justice qui soit équitable sans ce laboratoire de police scientifique. Parce que actuellement, à travers le monde, on ne s'appuie plus sur la dénonciation et le témoignage. Il faut
faut la preuve scientifique. Et on peut avoir la preuve scientifique qu'à travers la science. Et c'est pour ça que je me suis battue un petit peu pour que ce pays soit doté d'abord du laboratoire de police scientifique et technique et ensuite de l'Institut médico-légal. Alors là, je pense que s'il y a quelque chose dont je suis fière, c'est d'avoir laissé ces deux institutions-là pour mon pays. Quoique ça ne me plaît pas tout à fait la manière dont ces deux institutions sont utilisées, mais quand même le fait de les avoir, c'est déjà un pas. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, docteur Kouakou, la dégringolade de la police dont vous avez été une membre supérieure, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, c'est toujours avec beaucoup de tristesse que je suis ce qui se passe dans la police. Cependant, il fallait s'attendre à ça. Parce que si vous plantez des haricots, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des fruits. Parce que les haricots, c'est des légumes et les fruits, ce sont des fruits. Et la police a été formée d'abord sur des bases un petit peu qui n'étaient pas très solides. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour solidifier cette police. Et c'est ce qui fait qu'on est au point où on arrive là maintenant. Il y a deux choses que j'ai toujours réclamées pendant que j'étais dans la police, parce que bon, j'ai eu tout un parcours là avec le laboratoire, j'ai été adjoint du directeur central de la police judiciaire, ensuite j'ai été responsable du service de presse et j'ai été responsable du service de renseignement, j'ai été porte-parole, et mon dernier poste c'était inspectrice générale en chef. Mais pendant tout ce parcours, j'ai toujours demandé, premièrement, qu'on fasse un vetting vrai sur tous les policiers qui intègrent la police et qui sont dans la police et qu'on évalue tout le personnel régulièrement. Et c'est peut-être la chose qui m'a toujours dérangée, c'est que j'ai passé peut-être 8 ans dans la police. Je n'ai jamais été évalué. Parce que lorsqu'on évalue quelqu'un qui travaille, un employé de n'importe quelle boîte, que ce soit dans la police, que ce soit à n'importe quel niveau, lorsqu'on évalue la personne, premièrement, la personne doit voir son évaluation, doit discuter de l'évaluation et l'accepter et signer cette évaluation. Je n'ai jamais eu l'opportunité de faire cet exercice. Et pour ce qui est du vetting, lorsque je ne me rappelle plus, c'est Minista, parce qu'on a tellement eu de Minista, de choses de ce genre. Lorsque les gens qui étaient venus comme conseillers techniques, ils se sont proposés de faire le vetting, je leur avais proposé de commencer le vetting par le sommet, c'est-à-dire le directeur général, moi-même et tous les autres cadres, pour d'abord mettre les policiers de la base en confiance, et puis faire quelque chose de réel. Cependant, on me dit qu'il y a eu un vetting. Je n'ai jamais vu le vetting qu'on a fait sur moi. Et malheureusement, lorsque moi-même j'ai quitté la police nationale en 2005, c'est à la radio que j'ai entendu qu'à partir de ce vetting, on avait trouvé des choses pas très bien sur moi. Et qu'on avait décidé, alors que j'avais laissé la police depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, qu'on avait décidé de me renvoyer de l'institution. Voilà comment ça s'est passé. Et ça, je ne l'ai jamais digéré. Parce que d'abord, pendant tout mon parcours dans la police, je n'ai jamais été évalué. Et deuxièmement, le vetting qu'on dit avoir fait, jusqu'à présent, j'attends le résultat, ce qu'on dit avoir trouvé sur moi. Docteur Kouakou, vous avez été porte-parole de la police et comme médecin légaliste, vous connaissez des zones de non-droit actuellement comme Cité Soleil que vous avez travaillé et pendant un bout de temps. Oui, en dehors de la police. Vous voyez,
c'est le premier endroit où j'ai travaillé et j'ai passé peut-être une dizaine d'années à la Cité Soleil. J'ai dirigé 2 centres de santé à la Cité Soleil. Je suis rentrée comme médecin de service. Ensuite, j'ai dirigé les centres de santé de la région de Boston et du quartier de Brooklyn. C'est un des quartiers très sensibles de Cité Soleil. C'est un endroit que je connais très bien. Alors, et quand vous voyez les gangs, je dirais, qui font partie même du pouvoir, et des gangs qui sont officiels, et ça vous dit quoi exactement? La débandade au sein de la police nationale d'Haïti, la plus grande force actuellement en Haïti. Bon, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce que lorsque je travaillais à la Cité Soleil, que je ne faisais pas encore partie de la police nationale, j'ai vu émerger des gangs, des foyers de délinquance, et j'ai vu comment les pouvoirs, à ce moment-là, encourageaient, si je peux dire, et accompagnaient, utilisaient, voilà le bon mot, utilisaient ces groupes de délinquants. Et lorsque vous commencez de cette façon, et moi je l'ai dit, lorsque j'ai intégré la police et que j'ai été porte-parole, si les gens conservent des archives, ils peuvent repasser certaines de mes déclarations et ils verront ce que j'avais prévu qu'on en arriverait là. Parce que lorsque vous engagez des gens pour faire des basses œuvres pour vous, finalement la personne va se rendre compte que si je gagne tout cet argent pour un patron, je peux être moi-même mon patron, je peux avoir mes propres affaires, je peux devenir entrepreneur. Et c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Et ce sont en général des mercenaires, ça veut dire qu'ils vont travailler pour l'endroit où ils sont, pour la personne, ou bien l'institution, ou bien le groupe qui offre plus d'argent. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Parce que armé des groupes de délinquants, et j'ai assisté à ça pendant que j'étais médecin à Cité Soleil, et j'ai assisté à ça pendant mon parcours dans la police. Docteur Kwaku, et quand vous voyez, je me rappelle quand vous étiez porte-parole de la police, c'est au moment où les États-Unis refoulaient des illégaux en Haïti. Vous les avez reçus. C'était pas des anges gardiens, qu'on pourrait dire. Pas du tout, pas du tout. Et ce sont des gens qui venaient et qui faisaient là, qui venaient comme des professeurs pour les délinquants en herbe qu'on avait en Haïti. Et c'est justement le bénéfice que nous sommes en train de récolter maintenant dans le pays. Quand vous avez vu ou entendu des massacres de grandes personnalités abattues, et quand on sait que ces gens sont quand même très proches du pouvoir actuel, qu'il s'agit du président de la République, sa femme, et des gens qui sont accusés, et ça vous dit quoi exactement, et docteur Kwaku? Bon, moi c'est peut-être... On peut prendre par exemple une personnalité comme le bâtonnier de l'ordre des avocats assassiné brutalement 2 minutes après que la femme du président a envoyé l'image de l'assassinat. Oui, j'ai entendu toutes ces déclarations, parce que je dois dire que je suis ici, c'est peut-être physiquement que je suis ici au Canada, mais je suis toutes les nouvelles en Haïti. J'écoute religieusement depuis 5 heures du matin les radios qui donnent des nouvelles les plus écoutées, et jusqu'à peut-être 9h30, 10h, après les invités et tout. Ça veut dire que j'entends tout ce qui se passe. Cependant, avec ma formation mon background scientifique, je dis toujours que c'est vrai qu'on peut avoir des présomptions. Mais moi, j'aime avoir les preuves. Et je pense, ce n'est pas que je pense, je me rends compte qu'il y a des démarches qui sont faites, qui ne sont pas faites de la bonne manière.
parce que il y a eu beaucoup de légèreté, beaucoup de failles dans les débuts de l'enquête à propos de l'assassinat du bâtonnier. Et moi, j'ai appris en prenant ma formation que les meilleures preuves, vous les obtenez au tout début, quand la scène de crime est toute fraîche et au tout début de l'enquête. Parce qu'il y a des choses qui vont vous échapper forcément. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver des éléments de preuve. Mais il vaut mieux les chercher au tout début. Et je pense que tout ça a été foiré. La deuxième chose que je peux dire, c'est que ça me dérange que ce soit sur les ondes des stations de radio, parce que maintenant, les stations de radio et les talk-shows sont transformés en tribunaux. Ce sont eux qui jugent, qui font des accusations, qui font des jugements et tout. Moi, je dis que les affaires de la justice ne devaient pas être réglées comme ça, que ce soit des déclarations par une grande autorité, un personnage très haut placé, ou bien par des journalistes. Je crois que on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on fasse les choses. On peut même parler de la propagande radiophonique également. Oui, justement. Et il faut qu'on accepte de faire les choses de manière scientifique, comme ça se fait un petit peu partout. Parce qu'une enquête, c'est pas une chose qui va se faire à la radio, ni à coup de dénonciation sur une personne ou sur une autre. C'est vrai que tout ce qui est dit a sa valeur, mais il faut prouver et il faut rassembler toutes les preuves. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que j'ai appris à ceux que j'ai formés au niveau du laboratoire, à tous les niveaux au pays, parce que j'ai eu l'occasion de faire des cours à propos des enquêtes à l'école de la magistrature, à l'académie de police, et c'est ce que j'ai toujours appris aux gens que je formais. J'ai eu l'occasion également de faire des formations ailleurs, c'est ce que j'ai appris à ces gens-là. Au cours de mon passage, des missions que j'ai eu à faire au Sénégal par exemple, je faisais des cours pour des enquêteurs, pour des douaniers. Je leur disais toujours qu'il faut s'attacher à la preuve scientifique. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas vous arrêter aux dénonciations ou bien aux rumeurs. Il faut la preuve scientifique. Comme ça se fait dans les grands pays. Absolument, comme ça se fait partout. Même dans certains petits pays également. Parce qu'on ne peut pas, il faut faire confiance à la science. C'est ce que nous refusons de faire chez nous. Et je l'ai toujours dit à cette émission, il y a des gens honnêtes, qualifiés encore, mais malheureusement, ils ne sont pas au bon endroit. Alors, avant de partir, si vous avez un conseil à donner à ces apprentis dictateurs, parce que l'émission Samedi Midi Inter est écoutée partout, ça serait quoi? Moi, je dirais aux gens on arrive maintenant à un point où il faut se calmer. Il faut se calmer et agir en adulte. Parce qu'on a l'impression que les gens maintenant chez nous, ils sont en train de jouer. Et on ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. Parce que nous avons joué pendant longtemps avec l'avenir du pays et voilà le résultat. On est infecté par des gangs, même la police nationale est infectée par des gangs. Les plus hautes autorités sont mêlées à des choses invraisemblables. Je crois que tout le monde, on doit maintenant se comporter en adulte et faire ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est épurer à tous les niveaux et accepter, même si c'est un bon ami, même si c'est un parent, si la personne n'est pas crédible, il faut faire ce qu'il y a lieu de faire. Et ça a été un agréable plaisir de vous recevoir à nos micros et Dr Kwaku. Oui, c'est un plaisir partagé. C'est toujours un plaisir partagé. Bonne chance. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'accord, bye. Bon, c'était le docteur Jessie Kamokwaku que vous venez d'entendre. Ce n'est pas pour la première fois que vous l'avez entendu et ça ne serait pas la dernière fois non plus. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.